Voilà, il est 14 heures. On commence. Ich wünsche allen Teilnehmenden herzliches Willkommen zu dieser Pressekonferenz, zu der wir dann am Ende noch ein paar Dokumente dann ausleihen werden. Vorerst aber schon mal zuerst einmal eine allgemeine Einführung meinerseits und dann werden die verschiedenen Spezialisten, Teilnehmer der Arbeitsgruppe ihren Teil vorstellen. Nous sommes ici, nous avons fait cette conférence de presse pour élargir, si on veut, la révision globale de l'analyse cantonale des risques. Vous savez qu'on a un certain nombre de fiches, qui vous seront ensuite dans le détail présentées par M. Rock, mais on a un certain nombre de fiches qui font une analyse des risques, also es werden die größten Risiken, die wir für das Wallis haben, werden analysiert und es werden dann gewisse Maßnahmen, es wird ein Maßnahmenkatalog vorgeschlagen, wie reagieren wir im Fall, dass solche Risiken eintreten oder gewisse Szenarien eintreten. Dès qu'il y a des scénarios de risque comme ça, comment on réagit? Alors on a créé un groupe de travail pour élargir ce catalogue. Je vais vous dire exactement dans quel sens. Et dans ce groupe de travail, nous trouvions M. Claude-Alain Roch, qui est membre du service de la sécurité civile et militaire, donc, qui présente, si on veut, ce service de Nicolas Morin. Ensuite, pour la police, il y avait M. Grégoire Épinay, qui est là présent aussi, puisque, évidemment, la sécurité concerne ces deux services de mon département. C'était présidé par Paul-Henri Moite, le secrétaire général, et on avait également comme consultant externe, nous avions Pierre Fallotti, monsieur, je fais un peu de la pub pour son dernier bouquin, Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, ouais, je viens de publier. Voilà, Piero di San Giorgio, c'est peut-être son nom que vous connaissez mieux. Comme consultant externe, puisque c'est quelqu'un qui a déjà publié des livres sur le sujet et qui a donc une certaine expérience dans la gestion de ce genre de crise, ou disons dans l'analyse de cette problématique, ainsi que M. Eric Werner, qui a publié aussi des livres intéressants comme L'avant-guerre civile, L'après-révolution, etc., où nous avons des projections de scénarios par rapport à une sorte de délitement de la société civile en Europe, donc qui lui aussi avait déjà fait des réflexions et qui en plus enseignait la philosophie à l'université de Lausanne. Et puis il y avait aussi un peu plutôt pour l'aspect soit réflexion, soit communication, soit Godin Despot qui participait à ce groupe. Le but c'était de réévaluer les risques et de rajouter un volet à la réflexion, c'est-à-dire le volet crise sociétale. Parce qu'on a constaté qu'on était effectivement très bien outillé pour ce qui est crue du Rhône, tremblement de terre, avalanche, incendie, tout ce que la nature, forcément sauvage en vallée, nous impose, mais qu'il nous manquait quand même l'aspect, disons, dont la probabilité est quand même assez élevée d'une crise sociétale avec les différents éléments que nous énoncerons ensuite durant cette conférence de presse. Il s'agissait pour nous de penser l'impensable, d'imaginer ce qui nous semblerait actuellement du domaine presque de l'impossible, comme au Japon par exemple, la sous-estimation qu'ils ont eue de ce que pourrait signifier un tremblement de terre lié à un tsunami, lié à une fuite atomique. Donc ils n'ont jamais imaginé ce scénario. Ils avaient des scénarios isolés, des scénarios pour un élément seul, mais ils n'ont jamais imaginé le cumul. Et vous avez vu ce que le cumul a provoqué. C'est comme pour un match de basket, si on veut. J'ai pratiqué le basket, c'est pour ça que j'utilise ça. En basket, vous avez des systèmes. Donc j'ai été entraîneur moi-même. On entraîne les systèmes avant le match. Mais ensuite, pendant le match, on joue. C'est trop tard pour élaborer le système pendant qu'on joue. Et bien ici, c'est exactement la même chose. Vous êtes obligé d'imaginer des scénarios, d'imaginer des systèmes, et puis ensuite, quand ça a lieu, si vous avez habilement imaginé les scénarios, vous êtes préparé au pire. Et il faut se préparer avant, parce que pendant, c'est trop tard. Donc, il s'agissait, c'était les objectifs, de clarifier les enjeux de ces risques ou les menaces. Welche Risiken, welche Bedrohungen bestehen. Élaborer un catalogue de mesures, notamment les mesures d'urgence. Déposer des recommandations au Conseil d'État. Disons que le calendrier, c'est pour 2018. Et faire connaître ce travail dans les autres cantons, voire faire des émules dans les autres cantons.
kann auch anderen Kantonen nützlich sein, diese Vorarbeit, die wir leisten. Voire inciter aussi la Confédération à avoir un plan global pour la Suisse, parce qu'actuellement, d'après les discussions que j'ai avec Dominique André, la Confédération travaille encore trop en silo. Vous avez des concepts pour des éléments isolés comme ça, mais vous n'avez pas de système global, transversal. Donc de pousser aussi au niveau de la Confédération à créer quelque chose de transversal. Le DFS adopte une attitude donc, proactive dans la gestion des enjeux de sécurité. Donc, il s'agit de prévoir plutôt, de prévenir plutôt que de guérir, ou disons de prévoir pour mieux guérir. Donc, on a un inventaire des situations de crise possibles dans le canton. On voit qu'on a déjà un haut degré de préparation lié aux dangers naturels, mais qu'il nous manquait quand même la réflexion sur certains sujets sociétaux qui mettent quand même à mal la sécurité et qu'il faudra pouvoir gérer s'ils apparaissent. L'anticipation des crises liées à des troubles sociétaux est donc lacunaire parce qu'on doit pouvoir réagir à la levée des frontières tant humaines que commerciales, politiques et géopolitiques auxquelles nous sommes confrontés. Et ça expose évidemment le pays éventuellement à des turbulences pour lesquelles nous ne sommes tout simplement pas préparés. Alors je vais d'abord passer la parole à M. Roch, qui va vous expliquer le côté du catalogue, hein, cet aspect catalogue que nous avons déjà pour plutôt les crises naturelles et quelles sont les extensions de ce catalogue. Donc Claude Alain, à toi la parole. Merci. Voilà, je commencerai par vous parler de la méthodologie des outils que l'on a à disposition pour effectuer cette réflexion, je dirais, qui se veut globale. Et aujourd'hui, nous sommes dans une pré-réflexion au niveau des crises sociétales. D'abord, nous appuyons sur une méthode qui est mise à disposition par la Confédération sous le nom de Cataplan. Tous les cantons suisses l'ont réalisé, cette analyse de risque, sur cette même méthode, ce qui donne des points de comparaison intéressants et est surtout plausibilisé par des entreprises comme Basler & Partners. Nous sommes appuyés également lors de l'analyse des risques de 2010, qui date maintenant, sur cette même méthode. Cette méthode se base sur un process qui se fait en 6 points. Dans un premier temps, c'est de définir quels sont les thèmes relevant. La Confédération propose 26 thèmes en 3 catégories, des risques technologiques, naturels, sociétaux. Et là-dedans, le canton a fait un choix en fonction de l'impact que pourraient avoir ces dangers sur la population et ses bases d'existence. Donc on ne part pas au petit bonheur la chance et dire tiens aujourd'hui on prend un thème comme les crises sociétales ou bien le tremblement de terre. Ce qui nous préoccupe c'est surtout les bases d'existence et la population, sa sécurité et l'espace dans lequel elle évolue. Les scénarios développés, donc chaque thème ensuite a des cas de figure qui sont soit qui s'appuient sur des faits vécus, soit sur des hypothèses, et c'est en fonction de cela que nous développons des scénarios qui démontrent notamment l'ampleur des dégâts et la fréquence d'occurrence, qui nous permettra au final, dans cette méthode, de contrôler la plausibilité par des organes qu'on peut appeler supérieurs ou un œil externe, des organes externes, afin de dire nos réflexions sont bonnes, par contre il faut avoir un certain recul pour les plausibiliser. Et au final, ça nous permet de les poser dans une matrice dont, quand on dispose, je la montrerai tout à l'heure, pour pouvoir comparer les différents risques entre eux sur la base de mêmes critères. Ce qui permet aux autorités cantonales de prioriser les actions ou bien de cibler ces actions dans un esprit prospectif et d'une politique volontariste pour la population. S'il vous plaît. Voilà. Donc la création d'une fiche. La fiche se présente en 3 parties distinctes. Une première partie qui est descriptif du thème touché, donc vous en aurez une, il y a la fiche CIS qui vous sera remise dans le dossier presse, qui est complète. Ces fiches ne sont en règle générale pas publiées, c'est des aspects assez techniques. La deuxième partie, ce sont les définitions et les historiques d'événements, ce à quoi on fait référence, et puis certains termes qui sont définis, afin qu'on ait une compréhension commune des choses. Et la troisième partie, c'est la partie, je dirais, le corps même de cette fiche, c'est les scénarios avec la fréquence d'occurrence et l'ampleur des dégâts qui se mesurent en millions de francs. C'est-à-dire que l'on ait des morts, des patients, une atteinte à l'économie ou bien à l'environnement dans lequel la société évolue, eh bien tout cela se calcule en millions de francs. Ce qui nous permet de catégoriser les risques en fonction de ces impacts. S'il vous plaît.
Au final, nous disposons aujourd'hui d'une matrice qui comporte une quinzaine de fiches de risques qui sont technologiques, sociétaux ou naturels. Deux risques sont, d'abord, ces catégories sont divisées en trois, les risques importants, majeurs et extrêmes. Il est pour le Conseil d'État important de connaître sur quels risques on doit influer. Et nous avons actuellement deux risques extrêmes en Valais, ce sont, comme l'a dit M. Freisinger, le Rhône et les tremblements de terre. Et le Conseil d'État a validé deux concepts de préparation à ces risques, le concept Rhône, crue du Rhône, et le concept cockpit, c'est le concept de préparation et d'intervention en cas de tremblement de terre. Ce qui implique aussi, donc ça prend une année à 2 ans pour pouvoir ensuite disposer de mesures dans ce sens, et la fiche gestion de crise sociétale s'inscrit dans le même esprit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous définissons les risques et demain on va travailler sur les mesures. S'il vous plaît, en l'état du travail qui a été fait ces derniers mois, nous n'avons pas la possibilité de vous donner un résultat approfondi, par contre nous devons encore y travailler. Par contre, en l'état des travaux, je peux vous dire que la pression migratoire et la crise financière, qui sont les deux scénarios actuellement retenus, les crises sociétales, sont des risques qui sont dans tous les cas majeurs, et donc peut-être même extrêmes. Et ceci retiendra certainement l'attention de nos autorités dans la stratégie à mettre en place, s'il y en a tout. Alors, s'il vous plaît. Ensuite, là, l'Observatoire cantonal des risques est un organe que le Conseil d'État a mis en place maintenant en 2011. L'OCRI, comme on l'appelle, procédera dans les 2 ans à venir à une révision complète de l'analyse des risques 2010, avec l'intégration des risques nouveaux, comme l'approvisionnement d'eau potable en cas de crise. On va notamment prendre des crises sociétales avec la pression migratoire et réévaluer certains risques comme la sécheresse, comme les mouvements de terrain. On a beaucoup de mouvements de terrain du réchauffement climatique, et tout cela nous permettra de redéfinir une matrice actualisée pour le courant de l'année 2018. S'il vous plaît. Il est clair que le Conseil d'État n'a pas attendu que les risques soient mis en avant. Le Conseil d'État dispose maintenant, depuis 2013, d'un organe de conduite permanent qui lui permet de disposer des bases de décision en cas d'événement particulier extraordinaire. Cet organe de conduite est composé de différents membres de l'administration cantonale, et son fonctionnement est modulaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une grande usine à gaz administrative et de la guerre froide. Il s'agit de cellules qui peuvent se réunir en fonction de la typicité de la situation. Cet organe assure un service de piquet 24 heures sur 24 tout au long de l'année. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Claude-Alain. Et donc maintenant, je vais passer la parole à capitaine Grégoire Épinay sur l'un des aspects que nous avons traité, une fiche qui est déjà bien avancée, sauf pour l'établissement des mesures, là on doit encore travailler dessus, mais sinon on a déjà bien avancé. Et quelques mots sur l'aspect migration, la pression migratoire. Merci. La police cantonale participe à l'analyse des risques de l'Office cantonal des risques depuis sa création, en particulier les risques liés aux dangers naturels et au séisme. Elle a donc intégré la question des migrants dans sa planification courante, et un afflux important de réfugiés est une des variantes étudiées. Comme vous le savez, ces dernières années, l'Europe subit la situation géopolitique de l'Afrique et du Proche-Orient. Certains pays, comme l'Allemagne ou les pays scandinaves, ont une politique d'accueil différente d'autres pays européens. La Suisse, elle, est peu touchée par la migration en comparaison avec l'Italie ou l'Allemagne, par exemple. Les prévisions de la Confédération pour 2017 ne sont pas meilleures en regard avec la situation politique des régions concernées, et les afflux de migrants vont donc continuer ces prochaines années. Suivant. Cette carte présente les principaux flux de migration que connaît l'Europe depuis l'Afrique et le Proche-Orient. Les destinations principales de ces personnes demeurent encore et toujours l'Allemagne et la Scandinavie. La situation en Suisse est beaucoup plus calme. Les arrivées se font en majorité en train et via le Tessin. Pour rappel, ces migrants qui demandent l'asile sont ensuite répartis dans les cantons. Le canton du Valais doit, lui, accueillir 4,2% des demandeurs d'asile, et aujourd'hui, ces demandeurs d'asile ne posent pas de problème majeur en Valais. Dans le cadre de l'analyse des risques, nous avons travaillé sur des scénarios qui se basent sur différents rapports de la Confédération.
Pour rappel, le Conseil fédéral a ordonné aux cantons de lancer des planifications d'urgence en date du 14 avril 2016. Et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons. Nous avons également étudié les tâches qui incombent à nos homologues italiens et allemands. Et il s'avère ainsi que l'afflux de réfugiés pose avant tout des problèmes de logement, d'infrastructures, de soins médicaux, avant des problèmes de sécurité publique. En cas de changement de la politique européenne d'accueil des migrants, respectivement si le nombre de migrants arrivant en Suisse devait fortement augmenter, le Valais devrait lui aussi augmenter ses capacités d'accueil en fonction de son quota de 4,2%. Comme déjà dit, il s'agira avant tout de revoir nos capacités de logement et de soins au travers de tout le canton. Le DFS pourra alors mettre sur pied l'état-major de crise de la police cantonale, élément de première urgence, et ensuite l'organe cantonal de conduite au niveau du Conseil d'État. Nous avons déjà pris contact avec le corps des gardes frontières, avec lequel nous collaborons étroitement, et des demandes en personnel et en logistique de l'armée pourraient être demandées, notamment dans le domaine des transports de personnes. Ça se fait déjà aujourd'hui dans différents cantons à l'est de la Suisse. Les expériences en Allemagne et en Italie démontrent que la prise en charge des migrants sollicite beaucoup de personnel. Il s'agit notamment de tâches administratives comme l'enregistrement et l'identification, ou encore le transport et le soutien psychologique et médical. Ainsi, il est possible que ponctuellement, la police cantonale reporte certaines tâches non prioritaires à plus tard. Les premiers travaux de l'OCRI montrent également que plusieurs services de l'État seraient directement touchés par un afflux de migrants dans le cadre d'une action qui se doit d'être coordonnée entre les départements. Enfin, il s'agira de communiquer à la population le concept de prise en charge des migrants, et c'est d'ailleurs ce que nous faisons aujourd'hui même. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Pierre Falotti, San Giorgio. Alors, je vous remercie de respecter mon choix d'être connu sous mon nom d'auteur. Pour moi et ma famille, ce serait gentil. Alors en fait, voilà, gouverner, c'est prévoir, on dit souvent. Prévoir, c'est aussi considérer le risque pour bien sûr essayer d'en diminuer les effets le jour où il se présente. Personne ne souhaite que sa maison brûle, pourtant nous prenons des assurances incendie. Donc c'est cette idée de pouvoir éventuellement diminuer les effets d'un risque qui nous motive. Or, les crises sociales et financières sont souvent oubliées et peu envisagées. Ça, c'est évidemment un danger. Et donc, tout gouvernement responsable envers ses citoyens doit pouvoir les prévoir également. Alors, la nécessité de prévoir ceci au niveau politique, c'est parce que les autorités, la politique, elle a les moyens, surtout au niveau de sa capacité à informer la population pour lui rappeler ce à quoi elle n'a pas pensé ou ce à quoi elle aurait éventuellement oublié. Dans le passé, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres savaient mieux se préparer aux risques parce qu'ils étaient face à ces risques beaucoup plus fréquemment. Nous sommes aujourd'hui dans un monde technologique, très confortable. Nous avons oublié certaines réalités du monde. Donc il faut les rappeler. Il est aussi très intéressant de voir que le Valais a été le premier en Suisse à cette initiative, du moins à ma connaissance. Et il serait très intéressant de voir si ces initiatives peuvent aussi se conjuguer dans d'autres cantons, et également au niveau de la Confédération, car nous avons la chance dans notre pays d'avoir cette subsidiarité des pouvoirs, et de coordonner entre différents cantons et la Confédération, avec différents organismes que sont bien sûr l'armée, la protection civile, le corps des douanes, etc. Car au fond, ce que l'on essaye, c'est pour nos compatriotes et pour tous les habitants de notre pays, c'est de améliorer sa sécurité et améliorer, sans paranoïa, mais en tout cas améliorer notre capacité de répondre à ces problèmes qui sont en train d'être de plus en plus dans l'esprit, en tout cas, de la population, et donc qui sont clairement perçus, et à mon avis aussi dans la réalité, des éventualités avec une forte probabilité que ça arrive. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'en arrive à la conclusion. En plus des fiches donc, existantes, vous avez vu avant la liste, dont certaines sont à revoir et certaines sont nouvelles. L'aspect, disons, un peu novateur dans la démarche actuelle, c'est ce problème des crises sociétales, où nous avons
déjà une fiche qui est quasiment complète, c'est la fiche pression migratoire. On va juste devoir contrôler si... donc on doit consolider et plausibiliser les scénarios. Donc c'est pour cette raison que là, pour le moment, on communique juste une partie. Vous aurez une copie du début de la fiche, mais le reste, on doit encore plausibiliser et crédibiliser. Ensuite, les perturbations financières, c'est une deuxième fiche où on a commencé le travail et qui se poursuivra. Ensuite, une large palette de crises atypiques sera faite avec un objectif d'avoir le catalogue complet d'ici début 2018 et d'avoir ensuite le catalogue des mesures. Donc, on fait d'abord une analyse, ensuite on développe des scénarios et ensuite des mesures de réaction. C'est ça les trois pas. Hein. Analyse de la situation, scénario possible, imaginez les scénarios et ensuite des mesures. Alors, pour le moment, ce qu'on a hein, de définitif, on va vous donner un exemple dans les documents qui vous seront distribués. C'est un concept pour les crues du Rhône qui date de 2009. Donc là, on est déjà bien avancé, vous voyez, ça date déjà, c'est un certain temps que ça a été fait. Et depuis le 29 septembre 2013, on a le concept cockpit qui répond à la menace du tremblement de terre. Là aussi, mais ça doit être réactualisé tout le temps, hein, parce qu'on doit toujours avancer par rapport à certaines crises différemment d'autres, certaines évidemment, comme le tremblement de terre, à un certain moment, le concept est prêt, puis après, ça vient quand ça veut. Hein. Là, on ne peut même pas voir venir. Ça vient vraiment de manière totalement surprenante. C'est vraiment une des menaces qu'on ne peut prévoir qu'indirectement. Vous ne pouvez pas voir venir. C'est difficile. Pour le reste, si, même les crues du Rhône, on peut quand même imaginer, en fonction de la météo et du Rhône dont le niveau monte, là on peut imaginer la chose. Mais il faut quand même avoir préparé des digues solides avant, si on ne veut pas que ça pète tout de suite. Donc ça, c'est des éléments qu'on a. On va vous donner un exemple de fiche. La fiche, à mon avis, la plus parlante pour vous, à l'état actuel, ce sera celle de cockpit pour les tremblements de terre. Ça, vous avez déjà une idée. Comment seront les fiches qu'on est en train d'élaborer? On vous donnera la première partie de la fiche sur les crises migratoires. Les fiches ultérieures ou les problématiques ultérieures sur lesquelles nous allons nous pencher sont, par exemple, les violences infraguerrières. C'est-à-dire que vous êtes dans une sorte de... C'est pas de la guerre, c'est pas tout à fait une guerre civile, c'est quelque chose qui est une sorte de violence urbaine qui commence à être incontrôlable. Qu'on peut imaginer au vu de certaines situations, certains développements dans le pays voisin qu'est la France, et on peut imaginer que ça ait des effets transfrontaliers. Donc ça, c'est une fiche qu'on se doit d'établir. On a des conséquences d'une crise financière. La crise financière, c'est une fiche qui est déjà en élaboration, parce que quel serait en Europe le déclencheur de tous ces problèmes sociétaux, voire des problèmes qui découlent des problèmes sociétaux, c'est à mon avis le déclencheur le plus probable, et celui qui est d'ailleurs en haut à droite dans le schéma, c'est quand même la crise financière. Vous avez une grosse crise financière, vous avez par effet de domino, toute une série d'éléments de crise qui s'ensuivent. Par exemple, approvisionnement électrique. Tout à coup, on a le système, une panne générale. Ça peut arriver. Un blackout informatique. C'est aussi quelque chose à quoi on doit se préparer. Problème d'alimentation. Le problème d'alimentation est en fonction du nombre d'habitants qu'on doit nourrir. Donc, plus on augmente la population en Suisse, et c'est le cas ces dernières années, plus il nous faut de terres arables, plus il nous faut de production pour arriver à nourrir tous ces gens-là. Or, on sait qu'actuellement, on est qu'un maximum autour des 60% d'autosuffisance dans le domaine alimentaire. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive rapidement à répondre à cette problématique? Il y a l'approvisionnement énergétique aussi. Tout à coup, tu n'as plus d'hydrocarbures. Comment on pallie? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on compense? Pour pouvoir passer, le but c'est toujours d'arriver rapidement à passer la zone de crise pour revenir à une sorte de normalité. C'est ça le but, pour rétablir une sorte de normalité. Comment on réagit par rapport à ça? C'est quand même des questions qu'il vaut mieux la peine de se poser avant. Et ensuite, il y a un élément à plus longue échéance, c'est l'eau potable. Je pense que vu l'évolution climatique, j'imagine qu'on risquerait un jour
comme disait Maurice Troyet, qu'un jour l'or bleu que nous avons dans nos barrages servira de réserve d'eau potable à l'Europe entière. Donc on pourrait être le château d'eau de l'Europe. Comment garder le contrôle de cette ressource, le contrôle public de cette ressource? Pas que ce soit privatisé, parce que vous savez exactement les effets néfastes que ça peut avoir. Donc comment garder le contrôle de cela? C'est aussi, ça mérite une réflexion. Qu'est-ce qu'on veut finalement avec cette ressource, qui est une des rares ressources naturelles que nous avons ici en Valais? Et tout ça, c'est des crises qui peuvent évidemment être cumulées, qui découlent d'une crise sociétale majeure, due peut-être, je pense, ce qui est le plus probable, comme j'ai dit, à une crise financière. Et le but, c'est d'avoir donc, en 2018, d'arriver à un catalogue de mesures adapté à chaque cas, individualisé, adapté, et puis, deuxième chose, une coordination entre les différents départements, cantons, voire avec la Confédération, en cas de situation critique. Donc ici, je pense quand même qu'on fait œuvre de pionnier en poussant la réflexion aussi loin, et on aimerait justement inciter d'autres cantons, voire la Confédération, à ne pas se cantonner dans une posture de bisounours, mais d'imaginer quand même le pire, parce que quand il arrive, c'est trop tard. Voilà un peu le travail que nous avons entrepris. Le chantier est en cours. Je demanderais peut-être de distribuer là, ce qu'on a préparé comme document, comme ça vous avez une idée un peu plus précise. Il y a un petit résumé aussi de ce qui a été dit, vous avez un texte dont vous allez pouvoir vous inspirer assez fortement, et puis vous avez l'exemple d'une fiche, l'exemple cockpit, puis la première partie de la fiche sur les migrations qu'on a joint aussi. Voilà, ce travail, dans 2 ans, doit pouvoir aboutir, parce que plus on attend, plus la probabilité d'être pris de court nous risque de nous surprendre. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour de la problématique. Est-ce que quelqu'un a encore des choses à ajouter que je n'aurais pas dit? Je crois qu'on a pas mal résumé. Puis le reste, vous le trouverez donc sur les textes qui vous sont distribués. Voilà, je vous remercie de votre attention. On est ouvert à des questions éventuelles. À moins qu'on était tellement clair. Oui, Xavier. Quel est le budget de ce groupe de travail? On ne peut pas dire que j'ai pas de budget, parce que c'est, si on veut, des gens qui travaillent de toute manière dans le cadre de leurs activités dans le département, et puis qu'on a simplement détaché à cette commission. Je ne peux pas dire qu'il y a le budget particulier, à moins que tu... Suite à l'analyse des risques de 2010, par décision du Conseil d'État, il y a une volonté de mettre en place une commission qui s'appelle l'Observatoire cantonal des risques. Alors c'est une valaisannerie, comme j'aime le dire, c'est que chaque service ou domaine d'activité qui est relevant délègue un représentant au sein de l'OCRI. On se réunit 2 à 4 fois par année, et puis les travaux se font intégrés dans l'activité usuelle. C'est un partage des connaissances et de l'expérience et des préoccupations. Moi, j'en assure le pilotage, et puis je n'ai pas un budget particulier pour les membres de l'administration. Par contre, ponctuellement, je porte au budget de mon office un montant pour un expert externe. Alors, pour vous donner un cas d'espèce, l'analyse 2010 qui a fait 17 fiches avec une trentaine de scénarios, j'avais 50 000 francs pour l'expert externe, qui en fait m'aide à la méthode, aux interviews. Donc 2018, on devrait retomber dans quelque chose entre 20 et 50 000 francs. Je dirais que par rapport aux enjeux, on parle de milliards de dommages directs et indirects, c'est un montant qui est tout à fait... Il y a dans ce domaine de la, si j'ose enchaîner, dans ce domaine de la prévoyance en cas de crise, quelque chose d'assez singulier dans l'époque où nous sommes, c'est que vous vous souvenez tous que, par exemple, il y a encore une génération, en Suisse, on construisait dans chaque maison individuelle un abri anti-atomique. Cette obligation a été levée, mais avec cette précaution-là, allait aussi une assez large éducation de la population à des situations comme, par exemple, la guerre nucléaire. Et aux États-Unis, vous vous souvenez, il y avait ces films de propagande qu'on faisait dans les années 50-60. Qu'est-ce que vous devez faire? C'était un peu dérisoire, mais qu'est-ce que vous devez faire en cas d'attaque nucléaire? C'est peut-être pas ça qui va sauver la population, mais ça donne quand même le sentiment aux gens que quelqu'un s'en préoccupe et qu'on n'abandonne pas, en cas de crise, le gouvernail du pays au cas où.
Aujourd'hui, dans le même pays, les États-Unis, plus personne ne s'occupe de prévention ou de protection civile en cas de guerre nucléaire, alors que tous les experts en géopolitique conviennent que la situation du point de vue des risques de guerre nucléaire est beaucoup plus dangereuse aujourd'hui qu'elle ne l'était durant la guerre froide. Donc il y a quand même là des lacunes au point de vue tout simplement de l'éducation commune, de l'information commune faite à la population. Oui, parce que la situation a évolué dans le sens où vous aviez deux blocs clairement définis, avec les Russes et les Américains, qui avaient tous un certain nombre d'ogives et qui se menaçaient mais qui se tenaient en équilibre. Là, actuellement, la situation étant devenue beaucoup plus instable au niveau global, il y a une prolifération de ces ogives dont certaines pourraient tomber dans des mains totalement irresponsables, où vous n'avez plus cet équilibre. Et ça, c'est pas exclu comme c'est. Malheureusement, c'est vrai qu'on a un peu baissé la garde, parce qu'avec l'effondrement de l'URSS, on s'est dit, bon, bah, maintenant, on va vers la paix, quoi. Bah non, il n'y a jamais eu autant de conflits que depuis que l'URSS est tombée. Donc on a une prolifération de zones de conflit. Maintenant, à titre personnel, l'élection de Trump me semble, puisque c'est un homme d'affaires, et si j'ai bien compris les messages qu'il a produits en dehors de ses discours sur les femmes, mais en dehors de cela, quand il parle de politique internationale, il semblerait quand même qu'il soit plutôt isolationniste, plutôt à être pacifique, voire faire des affaires même avec les Russes. Ce qui indiquerait qu'on pourrait avoir une détente, parce qu'il faut quand même reconnaître que les Américains, ces 20 dernières années, c'est l'analyse que lui il fait, ont été un des vecteurs de guerre majeurs dans le monde. Ils se disent policiers du monde, mais ils ont créé des conflits partout. L'Afghanistan, le Yémen, l'Irak, la Syrie, la Libye, etc. Enfin, l'Ukraine. Ben, partout, ils ont quelque part allumé des incendies. Peut-être que si, avec lui, ces incendies pouvaient diminuer, parce que c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires veut faire du business. Il ne faut pas faire la guerre. Normalement, l'espoir est permis. Et à ce moment-là, ça pourrait aussi détendre la situation pour nous, hein, c'est clair, et aussi pour l'Europe. Parce qu'il faut quand même reconnaître que les flux migratoires sont en partie dus à cette politique-là. Ça, il faut quand même le voir. Aussi, cette attitude néocoloniale qu'on a eue en Afrique, une fois que le colonialisme est arrêté, ça n'a pas apaisé les choses. Donc là, il y a quand même des rapports entre les États, etc., qu'il faudra peut-être essayer d'amener à plus d'équilibre, parce que finalement, de quoi rêve une personne qui naît et qui grandit dans un pays, c'est de pouvoir vivre finalement en paix. Là, je dis pour la plupart, il y a toujours des migrations, ça c'est normal. Et pourquoi vous avez de telles migrations de masse? C'est parce qu'il y a des déséquilibres qui sont créés. Sinon, les gens veulent plus ou moins vivre en paix sur la terre de leurs ancêtres. Je ne sais pas des Valaisans que j'ai besoin d'expliquer ça, puisque ils sont beaucoup de paix, à part revenir vers la terre d'origine, ils sont connus pour ça. Moi, je me souviens quand j'étais aux études, j'ai passé tous mes week-ends en Valais. J'ai fait des études à Fribourg, je crois que je n'ai pas passé un week-end à Fribourg pendant toutes mes études. Mais ça, je crois que c'est particulièrement valaisant. Voilà. Sinon, d'autres questions? Alors, on est prêt pour répondre à des intervenants, des différents intervenants. Vous le désirez. Je vous remercie de votre attention. Et puis on fera alors en 2018, je pense au moment où on aura abouti, évidemment, on viendra avec le produit qui n'est jamais fini, hein, parce que les crises évoluent, la situation internationale évolue, on est toujours obligé de revoir nos scénarios. Mais quand même, on aura déjà une bonne grille de base, qui sera ensuite évolutive. Je vous remercie de votre attention.